Bonjour à toutes et toutes, bienvenue sur ce tout premier tutoriel de sécurité informatique. Donc aujourd'hui nous démarrons ce tout premier tutoriel qui sera consacré donc à l'utilisation du framework Metasploit sous Kali Linux. Donc le but de ce tutoriel sera entre autres de vous apprendre à vous familiariser donc au test d'intrusion grâce à ce cadre de travail. Donc avant de pouvoir commencer ce tutoriel, vous devrez vous munir au préalable donc du système d'exploitation Kali Linux ou bien dorénavant Kali 2.0, donc qui peut être installé comme Unix système ou encore installé virtuellement via un logiciel comme VMware ou VirtualBox. Donc moi pour ce tutoriel, je l'ai démarré donc sous VMware. Donc une brève introduction sur Metasploit. Donc plus précisément, donc c'est un framework, donc cadre de travail, fournissant une infrastructure nécessaire pour automatiser des tâches de pentest. Donc qui vous permettra entre autres, comme je vous l'ai dit, de vous familiariser sur les différents types d'aspects uniques et spéciaux d'un test d'intrusion et d'identifier des failles dans des programmes de sécurité ou encore de type système et logiciels divers. Donc le but de ce tutoriel ici sera de comprendre et de bâtir facilement des vecteurs d'attaque et de pouvoir les appliquer de manière responsable. Donc je tiens à préciser que ce tutoriel est à but instructif, donc je ne vous incite aucunement à des actions illégales de piratage. Je tiens quand même à le préciser. Donc commençons déjà par passer aux bases fondamentales. Donc entre autres, déjà faut savoir démarrer les services nécessaires à Metasploit. Donc vous avez deux manières de pouvoir démarrer ces services. Donc vous avez la manière manuelle et la manière automatique. Donc je suis gentil ici, je vais vous donner la manière rapide. Donc vous vous rendez dans Applications, Kali Linux, Services, Metasploit et Community Pro Start. Voilà, comme ceci. Donc ici, déjà les bases fondamentales sont faites, ici je vous ai montré comment démarrer les services. Maintenant, il faut savoir démarrer donc la console Metasploit. Donc rien de plus simple. Je vais mettre en plein écran. Et je vais taper MSF console. Donc pour Metasploit Framework console. Je tape entrée. J'attends un petit moment que le module se lance. Et voilà. Donc bienvenue sur le framework de Metasploit. Avec à chaque fois une petite introduction assez sympa qui change à chaque fois que vous allez démarrer le framework. Donc ici on peut voir sa version. Donc Metasploit version 4.11.1 avec sa date de mise à jour. Et ici on peut voir des définitions. Exploit, auxiliary, post, payloads, encodeur et nops. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un exploit? Eh ben un exploit c'est tout simplement un code d'exploitation par lequel un attaquant profitera d'un défaut système, d'une application ou encore d'un service. Donc on utilisera un exploit pour attaquer une machine de façon à lui faire produire un résultat que les développeurs n'auraient pas envisagé, voire même anticipé. On peut voir donc toute la liste des exploits en tapant simplement show exploit. Et je tape entrée. Donc Metasploit recherche dans sa base de données et vous listera tout le résultat des exploits disponibles dans sa base. Et ça marche donc pour tous les autres modules. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc du Windows. Il y en a vraiment un bon paquet, on va dire. Donc il y a du Windows, il y a du Unix, il y a du OS X, il y a du multiplateforme. Et la liste est encore longue. Et pour ce tutoriel, on va en utiliser que quelques-uns, bien sûr. Ensuite, passons maintenant, le temps que je remonte
aux définitions. Voilà. Donc un auxiliary. Donc les modules auxiliary sont des outils de scan tels que les ports d'une machine cible ou encore d'un service. Donc comme par exemple Microsoft SQL, présent sur encore quelques machines Windows. Donc pareil, bon, je vais pas recommencer la manœuvre. Vous tapez show auxiliary donc pour lister la liste des modules auxiliaires. Un poste, donc les modules poste, donc plus particulièrement appelés poste exploitation, sont des outils qui vous permettront d'accéder à des données confidentielles telles que des identifiants ou des mots de passe de service ou d'application. Et donc, bien sûr, le poste exploitation vient après l'exploitation. Ensuite, les encodeurs. Ce sont des outils qui vous permettront de dissimuler donc des payloads ou des exploits ou encore les deux combinés en créant des couches de code sélectionnées par l'attaquant selon le système qui est utilisé sur la machine cible. Donc par exemple l'extension de fichier en .elf sur Linux, le .exe donc sur du Windows, et etc. etc. Je suis pas passé au payload. Les payloads, ce sont des codes que l'attaquant souhaitera exécuter par la machine cible. Par exemple, un reverse shell, c'est un payload qui créera une connexion distante depuis la machine cible vers l'attaquant. Donc en gros, c'est la machine cible qui se connectera directement à la machine de l'attaquant. Et on pourra voir par la suite de ce tutoriel qu'un payload, dans certains cas, ce sera quelque chose d'aussi simple plutôt que de configurer un exploit. Passons aux NOPS, qu'on verra aussi par la suite de ce tutoriel. Ce sont des codes qui permettront de faire fonctionner un exploit ou un payload sur une machine ou sur d'autres extensions utilisant une structure plus spécifique. Par exemple du PHP. Donc maintenant, une brève introduction et de brèves définitions sur ce qu'on va utiliser tout au long de ce tutoriel. On va passer à la recherche et l'analyse de vulnérabilité. Donc, avant de pouvoir s'introduire dans une machine, la première chose élémentaire à savoir, c'est par quels moyens allons-nous nous y introduire. Donc pour ça, on va utiliser des scanners de vulnérabilité, donc afin d'obtenir des renseignements sur son système d'exploitation, ses services, ses applications, ses ports ouverts et encore bien d'autres choses. Donc les scanners de vulnérabilité, donc en gros ce sont des outils qui vous permettront d'identifier des failles de sécurité affectant un système. Donc ils identifient le système d'exploitation de la machine, sa version, le type ainsi que ses services en cours d'exécution. Donc dans quelques cas, certains scanners peuvent parfois manquer voire fausser le résultat présent sur un système. Et il y en a d'autres qui feront aussi d'excellents résultats en minimisant les faux positifs et les faux négatifs. Donc en tant que pentester, nous devons obligatoirement être sûrs que notre collecte de renseignements soit le plus précis possible afin d'être adapté à toutes sortes de scénarios de tests d'intrusion. Passons au tout premier type de collecte d'informations qui s'appelle les collectes d'informations dites passives, donc indirectes. Donc grâce à cette collecte, on pourra découvrir par exemple des renseignements sur une machine sans pouvoir toucher son système. Donc on pourra savoir son architecture, ainsi que les responsables du réseau, leur système d'exploitation par exemple, et le type de serveur web utilisé sur le réseau cible. Donc au fil de cette section des collectes d'informations passives, on utilisera quelques outils de scan de collecte d'informations qui pourront nous servir. Donc dans ce scénario en exemple, je veux lancer une attaque contre rootme.org, bien sûr en exemple. Donc rootme.org qui est une plateforme d'apprentissage dédiée au hacking et à la sécurité informatique, que je vous conseille d'ailleurs tout bonnement de vous y inscrire. Donc c'est un site qui propose plusieurs challenges de tests d'intrusion, comme par exemple tout ce que vous pouvez voir ici.
Et entre autres, dans Capture the Flag et CTF All the Day, vous pouvez démarrer donc des machines virtuelles et pouvoir en gros perfectionner, vous perfectionner en tant que pentester via plusieurs machines. Donc le premier outil donc assez utile concernant les collectes d'informations passives s'appelle Whois. Donc en gros, qui est-ce? Ici, je vais rouvrir un terminal pour vous montrer. Donc il s'écrit comme ceci, Whois, suivi donc de l'adresse de la cible, donc du site ciblé. Et vous lancez la recherche. Donc là, il nous sort tout un résultat. Donc par exemple, le nom de domaine qui est rootme.org, l'identifiant du domaine, la date de création du site, la mise à jour du site, l'expiration du registre, et leur hébergeur et toute autre chose qui sont pas très utiles lors d'un pentest. Donc ici, on apprend en premier temps donc que les DNS sont hébergés par ovh.net. Les noms de serveurs qui sont ici. Donc ici, les informations qu'on a récoltées seront pas importantes vu que OVH n'est pas interne à rootme.org, c'est seulement l'hébergeur. Donc en gros, on n'aurait aucun droit de les attaquer. Donc dans ce scénario de test d'intrusion et de recherche d'informations, puisque ovh.net n'appartient pas à rootme.org, on va passer à un autre vecteur d'attaque. Donc en gros un autre vecteur de recherche. Donc un autre logiciel utile qui est disponible sur le navigateur internet s'appelle Netcraft Search DNS. Vous cliquez sur le premier lien et ici vous vous retrouvez devant une URL. Pardon, pas devant une URL, devant une barre de recherche. Donc ici tout simplement, je vais copier l'URL du site en question, du site ciblé, que je vais coller ici, et je vais cliquer sur Lookup pour lancer la recherche. Donc voilà le résultat. Donc on peut bien voir le nom du site ciblé, donc rootme.org, son domaine. On obtient ici une adresse IP, donc l'adresse IP du site. On peut voir aussi l'organisation, le niveau du domaine, donc en .org. On peut voir son pays et d'autres informations qui seront pas tellement utiles. Donc ici, on a pu identifier l'adresse IP de rootme.org. Donc on va la sélectionner, on va la copier et on va retourner sur un Whois. Donc on va relancer une recherche. Mais ce coup-ci, en y ajoutant l'adresse IP qu'on a récupérée. Et on relance la recherche. Donc ici on peut voir une plage d'adresse IP. On peut voir donc le nom de l'entreprise qui possède la plage d'adresse IP, donc qui s'appelle FR Iliad Entreprise Customers, et encore d'autres informations qui seraient pas intéressantes. Donc ici, on peut constater d'après cette recherche rapide que l'adresse IP donc semble correspondre à un prestataire de service légitime. Donc ici, puisque la plage de sous-réseau n'est pas spécialement enregistrée au nom de rootme.org, on peut en juger que ce site est hébergé chez son propriétaire, seulement par déduction, étant donné que la plage dont fait partie l'IP semble faire partie d'une plage résidentielle. Passons donc maintenant à un autre outil de recherche d'informations passive qui s'appelle NSLOOKUP. Je tape set type égale mx et je tape rootme.org, donc le site en question.
ici, j'obtiens un échangeur mail, donc redirigé chez ovh.net. Donc ici, on peut constater donc que les serveurs mail pointent vers redirect ovh.net, et une recherche rapide sur ces serveurs nous indiqueront qu'un tiers héberge ce web, ce qui veut dire que ce tiers ne rentre pas non plus dans le cadre de notre test d'intrusion. Donc à ce stade, on vient de rassembler quelques informations, donc comme l'adresse IP de rootme.org, qui pourrait être utilisée contre eux, mais avant de pouvoir lancer une intrusion, on va devoir d'abord recourir aux techniques de collecte d'informations actives. Donc sur la section donc des recherches d'informations dites actives, donc directes, j'ai préféré mettre de côté rootme.org et passer donc sur une machine virtuelle sur mon réseau qui s'appelle Metasploitable 2, donc qui est disponible sur le web facilement aussi. Donc ici, l'adresse IP de ma machine Metasploitable est donc 192.168.182.129. Donc, durant cette étape de collecte d'informations dites actives, on va interagir directement avec le système de la machine cible afin d'en apprendre davantage sur celle-ci. Donc, on pourra par exemple effectuer des scans de ports afin de savoir lesquels sont ouverts sur la cible, ou encore déterminer les programmes et les services en cours d'exécution. Donc, chaque système ou programme qu'on va découvrir nous offrira encore une nouvelle occasion pour la phase d'exploitation. Donc, je retourne sur ma machine Kali Linux et je vais vous présenter donc l'outil de scan de collecte d'informations dites actives qui est élémentaire à connaître lors des pentests, qui s'appelle Nmap. Donc les abréviations qui sont Network Mapping, pardon. Donc si vous voulez savoir donc les syntaxes de Nmap, vous avez juste à taper nmap-h. Et là, Nmap vous sortira donc toute la liste de syntaxes disponibles pour faire des scans. Mais on les utilisera pas tous, il n'y en aura que quelques-unes qui nous seront importantes à connaître. Donc par exemple, la syntaxe V, donc qui est l'exécution d'un scan en mode verbeux. Donc ça signifie que Nmap affichera en temps réel l'évolution du scan. Il y a la syntaxe SS, appelée SynScan, ou encore l'exécution d'un scan discret de port TCP, qui déterminera si un ou plusieurs ports sont ouverts ou pas, ou filtrés. Il y a la syntaxe PN, donc c'est une syntaxe spéciale qui demandera à Nmap lors d'un scan de ne pas utiliser de requête ping pour déterminer si le système est actif. Mais à la place, Nmap considérera tous les autres comme vivants. Donc si nous exécutons des tests d'intrusion à travers Internet, cette syntaxe nous sera utile car la plupart des réseaux n'autorisent pas les requêtes ICMP, donc qui est le protocole utilisé par ping. Donc en revanche, dans ce scénario, puisque c'est en réseau local, on va mettre de côté cette syntaxe. Donc maintenant, exécutons Nmap, un scan rapide de Nmap contre notre machine en utilisant donc l'option verbose et l'option SynScan. Donc je tape nmap-v pour l'exécution du scan en mode verbeux, l'option SS pour le SynScan, et je vais rentrer l'adresse IP de la cible, donc de ma cible Metasploitable. Et je lance. Qui a été d'ailleurs très rapide. Donc ici, qu'est-ce qu'il a trouvé? Donc il a découvert plusieurs ports ouverts. Il m'a découvert donc l'état de ces ports, s'ils sont ouverts, s'ils sont filtrés ou s'ils sont fermés. Et il m'a retourné la liste des services affiliés à chaque port.
On peut aussi, lors de la syntaxe nmap, rajouter donc la syntaxe A à la fin. Donc c'est une syntaxe en gros qu'on appelle agressive, mais c'est pas agressive. C'est juste qu'avec cette syntaxe-là, on va pouvoir en récupérer les bannières. Donc la version des services. Donc si je tape nmap-v-ss pour le SimScan et que je marque l'option A et que je remarque encore l'adresse IP de ma cible. Bon là le scan est un petit peu plus long. Donc comme tout à l'heure, il m'a découvert des ports ouverts. Il essaye de lancer la détection du système d'exploitation de la cible. Et voilà. Donc le scan est terminé. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Donc, comme tout à l'heure, donc les numéros de port avec leur état, s'ils sont ouverts, filtrés ou fermés, les services, mais ce coup-ci il nous a donné la version des services. Donc par exemple, sur le port TCP21 qui est ouvert, donc ce port utilise le service, est utilisé par le service FTP, et sa version, la version du service FTP est VSFTPD 2.3.4. Prenons un tout autre exemple, le port TCP numéro 25, qui est ouvert, utilise le service FTP avec la version postfixe SMTPD. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le reste de la liste des services ouverts, enfin des ports ouverts. On obtient donc la version du système, donc qui est métasploitable, qui est un OS Unix utilisant donc Samba 3.0.20 sous Debian. Et donc ici l'adresse de mon réseau local. Donc maintenant, on peut aussi exécuter donc nmap depuis MSF console. Donc pour cela, rien de plus simple. Dans votre terminal Metasploit, vous avez juste à taper db-8 nmap, donc pour database nmapping, et relancer la syntaxe. Donc comme tout à l'heure, le mode verbose, le mode SimScan et la syntaxe A pour en récupérer les bannières, et je remarque l'adresse IP de ma machine ciblée. Et je relance le scan. Sauf que maintenant, en exécutant donc db-nmap depuis Metasploit, le résultat du scan qu'on va obtenir sera enregistré dans la base de données Metasploit. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas besoin donc en gros de réexécuter nmap à chaque fois pour découvrir d'autres choses ou pour rechercher encore les ports ouverts. Donc tout sera enregistré directement sur nmap. Donc là, le scan est terminé. Je nettoie mon terminal. Ici, je veux voir par exemple si il a bien enregistré et s'il a bien identifié donc le système d'exploitation ciblé. Donc je tape seulement dbhost. Voilà. Donc mon adresse est bien ici, 192.168.182.129 avec son adresse MAC. Donc l'origine du système d'exploitation qui tourne sous Linux, la version de Linux et qui est sous serveur. Ensuite, je veux savoir les services. Donc vous pouvez taper db database, pardon, faute de syntaxe, database service. J'appuie sur entrée. Donc ici, on voit bien que donc Metasploit qui a, enfin, la base de données nmap qui fonctionne sous Metasploit a bien enregistré mon résultat, puisqu'on voit bien donc, comme tout à l'heure, l'origine du système d'exploitation ciblé
ainsi que ses ports. Ce qui est beaucoup plus simple puisque vous pouvez donc, comme vous pouvez le voir, lister. Donc depuis Nmap aussi, on peut importer des résultats depuis notre base de données Metasploit. Donc par exemple, quand on travaille à plusieurs, à différents moments et à différents endroits de la journée, il est pratique aussi de savoir démarrer Nmap sans pour autant passer par Metasploit pour ensuite importer nos résultats obtenus. Donc dans cet exemple, on va pouvoir voir comment importer un fichier XML généré en utilisant la commande OX sous Nmap. Donc je retourne sur mon terminal sans Metasploit et je tape la syntaxe suivante. Donc nmap vss comme tout à l'heure, -a, et ce coup-ci, je vais taper la syntaxe OX et donc donner un nom à mon fichier XML. Donc ici, je vais donner par exemple test scan. Non, scan métasploitable. Métasploitable. Et renseigner l'adresse IP de ma machine. Et je lance le scan. Donc comme tout à l'heure, Nmap recherche des informations sur la cible. Donc on va le laisser tourner un petit peu. Voilà, il a terminé. Donc maintenant, grâce à cette syntaxe, on a pu générer donc un résultat de scan au fichier XML, enfin en fichier XML. Je vais le coller sur mon bureau. Donc c'est bien ce que j'ai demandé, donc qu'il soit enregistré en XML au nom de scan métasploitable. Maintenant, je veux importer donc le résultat du fichier XML dans Metasploit. Donc c'est tout simple. Je tape db pour database et import suivi du nom du fichier que j'ai créé en XML. Donc scan métasploitable. Et voilà. C'est tout aussi simple. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a importé le résultat nmap en XML. Et donc ici on peut voir par cette dernière syntaxe qu'il a importé avec succès donc depuis notre ordinateur le fichier de scan métasploitable en XML. Donc comme tout à l'heure, vous tapez pour vérifier db service et on peut voir donc qu'il a bien enregistré le résultat du scan. Donc maintenant un autre type de scan qui s'utilise à la fois grâce au module auxiliaire de Metasploit combiné avec Nmap qui s'appelle un TCP idle scan. Donc ici dès le début de ce type de scan on va pouvoir passer maintenant au module de scan depuis Metasploit, donc dans les auxiliaires, donc les auxiliaries. Donc les TCP idle scan, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une autre méthode de scan via Nmap, qui est un scan de port TCP furtif, qui permet entre autres d'exécuter un scan furtif d'une cible tout en usurpant l'adresse IP d'une autre machine connectée sur son même réseau. Donc pour que ce type de scan fonctionne intégralement, il nous faudra déjà localiser un hôte, donc un système d'exploitation inactif sur le réseau de la cible. Donc, le module à utiliser s'appelle IP de séquence. Donc, pour le rechercher directement depuis la base de données Metasploit, je tape search pour recherche, suivi du nom du module, donc qui s'appelle IPID sec. Paf! Ici, Metasploit me trouve bien le module, donc qui est son chemin de destination,
se trouve dans Auxiliary, Scanner, IP, IPsec. Donc on peut voir que son rang de scan est normal et une brève description. Donc qui est ici donc un scanner de séquence IPID. Maintenant c'est pas tout. Je veux utiliser et paramétrer donc ce module afin qu'il recherche bien les hôtes inactifs sur le réseau de la cible, donc sur mon réseau local. Donc pour l'utiliser, je tape seulement use suivi du lien de destination du module en question. Donc ça, ce qui nous donne use auxiliary scanner IP IPsec. Je tape entrée. Voilà, donc Metasploit me dit bien par le changement de cette syntaxe de recherche donc que j'utilise bien le module auxiliaire IPSequence. Maintenant, il faut paramétrer ce module. Donc je tape seulement show options. Donc pour voir les options à paramétrer. Module options. Donc ici on peut voir le nom des paramètres à pardon, le nom des paramètres à rentrer pour que le module s'exécute à bien, ce qui est requis et la description des paramètres. Donc ici on peut voir que l'interface n'est pas requis à configurer donc dans l'option du module. On peut voir que le airport, le snaplen, le threads et le timeout donc sont requis mais sont déjà paramétrés par défaut. La seule chose à paramétrer c'est le airhost, donc l'hôte ciblé. Donc pour modifier, je tape seulement set suivi du nom du paramètre et je vais taper le nom de la cible. Donc 192.168.182. Sauf que là, au lieu de mettre 129 pour qu'il cible directement la machine, donc métasploitable, je vais mettre .0 suivi du masque de sous-réseau 24. Je vais aussi donc modifier les threads, qui est la rapidité donc du scan. Je vais la mettre à 5. Donc ici, donc si on retourne dans Show Options pour vérifier que les options qu'on a paramétrées sont bien enregistrées, on voit bien que tout a été enregistré correctement. Maintenant, je veux le lancer. Donc comment on fait? Eh ben c'est tout simple, on tape seulement exploit. Donc voilà, le module de scan via Metasploit est démarré. Donc le scan est en cours d'exécution. Ici, il m'a déjà trouvé donc une adresse IP hors ligne sur mon réseau local. Donc qui possède le nom d'adresse 192.168.182.2. Donc à 10%, il m'a trouvé que cette adresse-là, mais c'est pas fini. Donc on va le laisser faire gentiment. Donc ça arrive à 41%, un peu de patience. Paf! Entre 41% et 50%, donc il m'a trouvé ma machine qui est démarrée sur mon réseau. Donc 192.168.182.129 all 0, ça veut dire qu'elle est démarrée sur que ma machine Metasploitable 2 est bien démarrée, donc active sur mon réseau. À 50%, il m'a rien trouvé, et à 60% non plus. 71, pareil.
Paf, voilà. Donc le module a terminé et s'est déroulé avec succès. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc le résultat du scan nous démontre qu'il y a une adresse IP, donc ce qui veut dire une machine qui est Torling sur le réseau de la machine ciblée. Donc la machine ciblée qui est ici, qui est Metasploitable 2, qui est démarrée. Donc maintenant on va retourner donc sur un scan Nmap, mais on va faire une syntaxe différente. Donc on va faire la syntaxe Nmap, PN pour la requête sans ping, et on va mettre la syntaxe SI pour utiliser ce qu'on appelle, enfin ce que le scan Nmap appelle un idle scan zombie. Donc ici, sur cette syntaxe là, je tape donc l'adresse IP donc de la machine qui est éteinte sur le réseau de la machine Metasploitable, et je vais lui demander de lancer une requête de scan vers la machine Metasploitable 2 qui est démarrée, et je vais lancer la recherche. Donc le temps qu'Nmap démarre. Voilà. Donc ils appellent bien ça un idle scan using zombie. Donc en prenant donc l'adresse IP de la machine qui est Torling, et je lui ai demandé donc de faire un scan vers la machine Metasploitable. Donc il m'a retourné ici donc tous les ports qu'il a pu obtenir, leur état ainsi que leur service. Donc c'est un module qui peut être pratique aussi quand on sait que la machine ciblée n'est pas toute seule sur son réseau. Maintenant, on va passer à un autre type de scan fonctionnant donc sous les modules Metasploit. Donc comme on a pu voir avec ce premier module, donc en plus de sa capacité à utiliser des outils de scan tiers, Metasploit compte en son actif plusieurs autres scanners dans ses modules auxiliaires, donc qui s'intègrent directement avec la plupart des aspects du framework. Donc dans les prochains modules, on apprendra comment utiliser ces scanners de port pour profiter des systèmes compromis afin de pouvoir les attaquer et y accéder. Donc c'est un processus plus souvent appelé sous le nom de pivoting, qui nous permettra d'utiliser des systèmes interconnectés pour router le trafic vers un réseau qui serait autrement inaccessible. Un petit exemple. Imaginons donc ici qu'on a compromis la machine Metasploitable, donc qu'on l'a déjà exploitée, et que c'est un système donc Metasploitable est derrière un pare-feu implémentant du NAT, donc Network Address Translation. Le système compromis derrière le pare-feu utilise des adresses privées auxquelles on n'a pas accès depuis Internet. Donc en utilisant Metasploit et ses différents modules de scan pour compromettre un système masqué par du NAT, on pourra nous appuyer sur le système interne compromis, donc Metasploitable 2, pour contourner le pare-feu et ainsi accéder au réseau interne de la cible. Donc ici, je connais, donc je vais faire retour pour lâcher le module d'IPID séquence. Je nettoie le terminal et je vais taper search par scan. Donc ici, Metasploit me retourne un peu plus de 5 résultats de modules qu'il aurait pu trouver. Ici, un seul va nous servir, donc qui s'appelle SYN, donc qui est un SYN port scanner. Donc on va l'utiliser. Donc pour ce faire, on fait comme tout à l'heure, on tape US pour utiliser, suivi du chemin de destination entier du module.
qu'on colle et on tape entrée. Et donc Metasploit nous indique bien qu'on utilise donc le module auxiliaire scene. Comme tout à l'heure, il faut le paramétrer. On tape show option. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, on obtient le même résultat que tout à l'heure, ce qu'il faut renseigner, ce qu'il faut pas renseigner. Donc ici, la seule chose qu'on a renseigné, comme tout à l'heure, c'est le rhost, donc la machine cible. Donc, pour paramétrer, c'est comme tout à l'heure, on tape set rhost suivi de l'adresse IP de la cible, donc 192.168.182.129, et on tape entrée. On vérifie que les options paramétrées ont bien été enregistrées. Elles sont bien enregistrées. Parfait. Et on tape exploit. Et on lance. Et voilà. Donc là, il me trouve une grande liste de ports TCP ouverts. Donc on peut constater que plusieurs autres ports sont ouverts sur cette machine. Donc qui sont encore d'autres vecteurs d'exploitation qui sont possibles. Donc voilà tout le reste des autres ports TCP ouverts. Donc dans les autres modules, on va faire des scans ciblés. Donc il n'y a aucune honte à essayer de rechercher une victoire facile. Donc un scan de recherche ciblée recherchera des systèmes d'exploitation spécifiques ainsi que des services, des versions de programme ou encore des configurations que l'on sait être exploitables. Donc on sait déjà qu'ils sont possibles à exploiter. Donc ce qui nous offre une porte d'entrée facile au réseau de la machine. Donc par exemple, on peut faire un recherche de scan ciblé sur une machine sous Windows XP qui utilise donc le serveur SMB, donc serveur message block. On pourrait, mais ici j'ai pas démarré de machine sous Windows XP, mais on va passer donc on va rester sur notre machine Metasploitable qui tourne sur Linux aussi, et on va essayer donc de faire un scan de serveur SSH, donc du Secure Shell. Donc comme on a vu sur notre résultat, donc de la machine Metasploitable, alors que je retrouve, je vais faire autrement, db service, voilà. Donc sur le port 22 de la machine Metasploitable 2, il utilise donc une version SSH qui s'appelle OpenSSH 4.7 P1. Maintenant, on voudrait exploiter donc ce port. Donc comment on va faire? Donc on va devoir au préalable déterminer, donc comme on a vu, sa version sur la cible. Donc ici on la connaît. Donc SSH en gros c'est un protocole sécurisé, mais diverses vulnérabilités peuvent être identifiées dans ces implémentations. Donc on pourrait être chanceux et trouver une vieille machine qui n'a pas été mise à jour, comme par exemple Metasploitable 2, et on va pouvoir utiliser ce module donc qui s'appelle, enfin plusieurs modules, donc en gros le scanner de version SSH. Donc je nettoie et je vais taper donc le module search SSH version, et je vais utiliser donc le tout dernier module donc qui s'appelle SSH version, qui va
scanner et essayer de trouver des recherches sur la version donc du serveur SSH. Ici on la connaît déjà, mais je peux tout de même l'utiliser pour vous le montrer. Donc maintenant j'ai pas besoin de répéter à chaque fois comment utiliser donc les modules et comment les paramétrer. Je modifie seulement le rhost. Je vérifie bien que c'est sur le port 22. Donc c'est bien sur le port 22. Je tape entrée. Voilà. Donc après l'exécution du module, il m'a bien trouvé donc un serveur SSH avec la version 2.0 OpenSSH 4.7.1. Donc comme on a vu tout à l'heure. Donc un autre module de scan qui est un scan FTP qui est un protocole compliqué mais peu sûr. Donc les serveurs FTP sont souvent la voie rapide pour accéder à un réseau ciblé et au démarrage on devrait toujours scanner et identifier tous les serveurs FTP fonctionnent sur le système de la cible. Donc ici c'est ce qu'on va faire. Donc on sait que le port 21 de la machine sous Metasploitable 2 utilise donc une version FTP qui s'appelle VSFTPD 2.3.4. Donc, je vais faire search FTP version. Paf, il me retourne un module. Je fais comme tout à l'heure. Je l'utilise et je le paramètre. Tac. Je vais nettoyer le terminal. Je regarde les options. Et je tape le nom de l'adresse IP de la cible. Et je lance le module. Paf, il me sort FTP banner 220 avec la version VSFTPD 2.3.4 comme on a vu tout à l'heure. Donc ici le scanner a bien identifié avec succès un serveur FTP. Et maintenant voyons voir si ce serveur nous permet d'établir une connexion anonyme en utilisant donc le module suivant. Donc il me semble que c'est search anonymous. Alors donc scanner FTP Anonymous, voilà, qui est ici. Donc qui nous permet entre autres dans la description d'essayer d'avoir la détection d'un accès anonyme depuis le serveur de la machine cible. Je répète la procédure, je l'utilise, je regarde les options à rentrer. Ici, j'ai que l'adresse IP de ma machine Metasploitable ciblée à rentrer. 7 rhost 192.168.182.129 et je lance le module. Paf! Qu'est-ce qu'on obtient ici? Eh ben, on obtient donc ici la lecture des fichiers du serveur, donc du serveur FTP. Donc le scanner il nous indique qu'on peut avoir un accès anonyme ainsi que les droits de lecture sur ce serveur. Donc c'était à peu près tout au niveau des modules de scanner via Metasploit. Dans la prochaine vidéo, on va plonger dans le vif du sujet
donc avec les joies de l'exploitation, donc sur notre machine métasploitable. Et on verra aussi l'exploitation d'une machine sous Windows XP. Donc j'espère que cette toute première vidéo pour ce tutoriel Metasploit vous sera bénéfique. N'hésitez pas donc à commenter et à donner vos avis. Et je vous dis donc à très bientôt donc pour la prochaine vidéo. Salut à tous.